Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est la première fois que je fais ça, mais on m'a dit que c'était une tradition sur YouTube. Lorsque l'on atteint des paliers d'abonnés, on se doit de faire une vidéo foire aux questions. Et donc pour fêter notre 100 millième abonné, l'équipe m'a suggéré de la faire. Donc je vous ai proposé sur la communauté YouTube ou par email de m'envoyer vos questions. C'était vraiment une foire, il y avait absolument de tout. Et alors on m'a préparé une liste de quasiment toutes les questions, je crois, ou en tout cas une bonne partie. Et voilà, je suis vraiment content de me plier à cet exercice, ça va être une nouveauté pour moi. Si vous voulez encourager bien sûr ces vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce pour pousser l'algorithme YouTube à la référencer plus souvent. Merci beaucoup. Alors oui, en effet, je porte une alliance sur l'annulaire de la main droite. C'est en effet lié à une de mes initiations esséniennes. Mais non, je ne vais pas en parler ici sur YouTube. Si un jour tu deviens toi-même essénienne et puis que tu parcours ce chemin initiatique, eh bien, à un moment donné, tu rencontreras cet anneau et si tu le souhaites, tu pourras le porter. Alors, je comprends bien ta question parce que c'est évidemment la première réaction qu'on peut avoir quand on comprend qu'un égrégore est un réservoir d'énergie, pas nécessairement alimenté par une intelligence naturelle, universelle, bienveillante. On peut tout de suite avoir cette opinion, mais c'est une opinion de surface, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si je t'explique qu'il y a une loi de gravité et que si tu te penches en avant trop et que tu dépasses une certaine limite, tu vas tomber. Eh bien tu pourrais avoir l'impression que du coup la gravité c'est le mal ou que c'est pas bien, qu'il faut s'en méfier. Oui, il faut s'en méfier de la gravité, hein, mais ça fait partie de la marche de l'univers et de la façon dont les choses sont organisées. Donc les égrégores, non, ne sont pas du tout nécessairement négatifs, ce sont des formes d'intelligence collective qui peuvent prendre vie et devenir autonomes. J'en parle dans plusieurs de mes formations si tu veux en savoir plus, mais tout simplement la réponse est non. Je vis en Grèce parce que je suis un enfant de la Méditerranée et que je ne souhaite pas vivre en France, mais je souhaite vivre dans un pays méditerranéen. Et par ailleurs, j'ai des affinités naturelles avec la Grèce qui font que pour moi, c'est le pays parfait pour moi et pour ma vie. Non, il n'est pas du tout nécessaire de déménager en Grèce, c'est vraiment un choix personnel. On peut suivre sa voie où que l'on soit, en tout cas c'est ce que je pense. Peut-être dans certaines circonstances, mais qui vont être vraiment personnelles, individuelles, tu vas trouver que ton environnement ne te correspond plus et à ce moment-là, tu peux décider de changer de terre. Et est-ce que j'envisage de faire des stages en France? Peut-être, mais en tout cas pas beaucoup. Je crée cette école initiatique en Grèce pour me donner les circonstances d'enseigner vraiment dans une ambiance et dans des conditions qui seront parfaites pour tout ce que je veux transmettre et faire vivre. Donc peut-être je ferai des petits stages. Tu vois là je propose à Lyon un stage sur le thème de la réincarnation, du karma, de la résurrection en forme de 3 soirées. Euh, Peut-être ce genre de format en tout cas. Je suis en réflexion là-dessus, je n'ai pas de nom absolu, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne donnerai pas du tout beaucoup de stages en France. Alors un livre qui dit Dieu existe, on a les preuves scientifiques, s'adresse à des gens pour qui les preuves scientifiques sont un gage de vérité, sont une validation. C'est un petit peu le même système qu'avec les fake news, tu sais, les fausses informations. À partir du moment où l'agence France Presse ou le gouvernement français valide une information, ça veut dire qu'elle est vraie. Tant que le gouvernement ne l'a pas validée, ça veut dire qu'elle est fausse. C'est toujours la question de quelle autorité. Tu vois, c'est toujours par quelle autorité fais-tu cela? On questionne, les humains ont besoin d'un référent, d'un dieu, d'un absolu, d'un sommet dans leur pyramide, dans leur construction, dans leur représentation du monde. Donc si toi tu estimes que si la science donne des preuves de l'existence de Dieu, alors ces preuves sont nécessairement valides, moi personnellement je ne crois pas du tout en ça, je ne pense pas, je vais te dire pourquoi, parce que
je trouve que seule l'expérience individuelle est libératrice. Tu peux prendre un postulat, par exemple, si on te dit Dieu a dit qu'il faut faire telle chose ou il ne faut pas faire telle autre chose, tu peux très bien dire ok, c'est un postulat et je pars de la théorie que c'est vrai et je vais essayer de vivre selon cette règle de vie. C'est intéressant, mais de toute façon, moi j'estime qu'à un moment il faut le valider, il faut comprendre par soi-même pourquoi. Alors tu sais, quand on est enfant, nos parents nous disent fais ci, ne fais pas ça, et en grandissant normalement, si tout va bien, tu recroises cette injonction, si tu veux, cette ligne de conduite, et tu es censé par toi-même comprendre le sens et la valider ou la démettre en disant non, finalement c'était pas juste, c'était pas vrai. Donc je pense qu'on doit faire ça dans la vie en général. Quoi qu'il se présente devant nous, on peut décider de le prendre comme un principe de vie, mais à un moment donné, il faut l'individualiser en le choisissant librement et en étant capable à ce moment-là de l'expliquer, de dire pourquoi on le fait. Donc je ne crois pas du tout en l'impact de ce livre-là d'une façon spectaculaire, magique. Par contre, que certaines personnes soient convaincues parce que les scientifiques disent que Dieu existe, c'est sûr, mais à long terme, et alors et ça veut dire quoi, Dieu? Il y a une intelligence qui organise la matière, et alors qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle nous dit de faire, de ne pas faire, qu'est-ce qui est le bien, le mal? Je pense que les grandes questions vont de toute façon demeurer. Et on va se retrouver au point zéro de toute la mystique, la philosophie, la spiritualité de l'humanité depuis le commencement des temps. Donc je ne crois pas en un bouquin magique qui va enfin ouvrir les yeux à tout le monde, parce que je n'aime pas cette idée d'ouvrir les yeux pour que les gens voient enfin la vérité et que j'avais raison finalement et que tout aille mieux. Je ne crois pas, je pense que c'est une grande illusion. On m'a posé plusieurs fois un petit peu cette question sous des formes différentes en disant mais finalement à quel moment l'humanité va se mettre en quête d'autre chose que, au lieu de s'obstiner un peu dans cette démarche extrêmement matérialiste et de développement technologique. J'ai rencontré énormément de monde dans ma vie et j'ai parlé avec toutes sortes de personnes et j'ai été frappé de voir que finalement bien souvent, quoi que les humains vivent, ils cherchent quelque part Dieu, c'est-à-dire qu'ils cherchent ce qui leur manque. Parce que le divin, c'est toujours ce qui te manque. Tu sais, quand tu es dans le désert, Dieu, c'est l'eau. Quand tu es inondé, Dieu, c'est la sécheresse. Quand tu as froid, c'est le chaud. Quand tu as chaud, c'est le froid. Dieu, c'est ce qui équilibre. C'est ce qui te permet de retrouver un équilibre et le fait de pouvoir vivre, de pouvoir continuer ton existence, quels que soient tes besoins. Donc, que tes besoins soient comblés. Donc, cette quête permanente de satisfaction, pour moi, c'est une quête du divin. Et je pense que vraiment, ce n'est pas différent. À partir de quand l'humanité va se rendre compte qu'elle cherche un équilibre dans un extrême qui n'est qu'un déséquilibre, ça, je ne sais pas s'il y aura un point collectif. Je pense qu'aujourd'hui, on le sait, nous tous qui sommes abonnés, je pense, sur cette chaîne, on partage ce point de vue que nous sommes nombreux en réalité à chercher autre chose, à peut-être avoir trouvé autre chose. Et justement, plus nous nous rapprochons de cette zone d'équilibre à l'intérieur, plus nous percevons le déséquilibre général. Et on peut se questionner. Mais je pense que de nombreux êtres humains sont sur une recherche et une démarche d'équilibre dans un monde en déséquilibre. Mais je ne crois pas qu'il y aura collectivement, massivement, une conscientisation en se disant « je vais chercher Dieu ». Parce que dans le fond, nous cherchons Dieu de plein de manières, y compris avec l'argent, le pouvoir, avec l'amour, avec une maison, avec un travail, avec de la reconnaissance, avec énormément de choses. Tout ça, ce sont des quêtes de Dieu, je trouve. Alors, la blessure de trahison, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je pense que je comprends que certains ont écrit des bouquins en catégorisant des blessures fondamentales de l'être et en les nommant. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Dans la tradition essénienne, la trahison vient du détournement. Par exemple, quand, tu sais, dans l'histoire de la Genèse, Adam, Ève, la pomme et tout ça, c'est la première trahison. C'est-à-dire que l'homme s'est trahi lui-même
en cherchant à être quelque chose qu'il n'est pas ou en cherchant à faire quelque chose qui n'existe pas, qui ne se fait pas. Si tu veux, à partir du moment où ce qui n'est pas cherche à exister, eh bien, il y a toute une cascade de conséquences. Donc, penser que la trahison, c'est une blessure personnelle que tu peux guérir, pour moi, c'est une grande illusion et c'est un manque de perspective et de profondeur. Parce qu'à ce moment-là, tu vas chercher au microscope. Par exemple, tu vois, tu cherches au microscope où est ma maison, où est-ce que j'ai mis les clés de ma maison, par exemple. Tu as perdu tes clés et tu cherches au microscope. Il faut vraiment prendre beaucoup plus de recul. Parce que si tu peux ressentir la trahison dans ta vie, c'est qu'elle existe, c'est qu'elle est quelque part, mais l'origine n'est certainement pas ton ex, ton copain, ton conjoint, ta conjointe. Ça, c'est une vision extraordinairement limitée parce que nous sommes tous collectivement dans une trahison de l'équilibre originel en essayant d'être ce que nous ne sommes pas, en essayant de vivre des choses qui n'existent pas. Donc par exemple, bon, je ne vais pas développer, c'est une vidéo FAQ, c'est assez rapide, mais tu le sais, j'ai fait des vidéos sur, j'ai fait toute une formation sur l'argent, sur qu'est-ce que c'est l'argent, l'énergie. J'ai parlé déjà des esclaves énergétiques, de ce pull que je n'ai pas moi-même fait, quel prix je l'ai payé, est-ce que c'est le vrai prix pour le vrai travail que ça représente? C'est une trahison. Tu vois, tu vas au supermarché, tu vas en boutique acheter une paire de chaussures. Le prix que tu payes est une trahison par rapport à la nature. L'utilisation du plastique, d'Internet, sont des trahisons par rapport à l'environnement, par rapport à la réalité de la nature. Donc, quand tu vis là-dedans, pourquoi la trahison viendrait de ce que t'a dit ton ex ou ce qu'il a fait ou de ce qu'ont fait tes parents tu comprends Il faut absolument essayer d'avoir... C'est pas pour éteindre la question et pour refouler, si tu veux, une blessure ou un conflit intérieur que tu aurais ou quelque chose qui s'est passé dans ta vie. C'est pour essayer de prendre du recul, de replacer dans un contexte plus grand et de t'apercevoir que ton vrai cheval de bataille devrait être, par exemple, ta propre posture de traître envers la nature et ton propre travail de pardon, de réunification, de guérison, de pacification amoureuse de ta relation avec le divin, avec la nature, avec ton être profond, plutôt que de se concentrer sur ce qui est appelé par certains dans un bouquin une blessure de trahison. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace comme démarche thérapeutique. Alors oui, toutes ces questions ont été rassemblées dans cette formulation. J'ai reçu énormément « Qu'est-ce que tu penses de tel médium ? Qu'est-ce que tu penses de tel livre ?» Dans le courant miracle, la canalisation dit ceci. Et moi, mon maître, il a dit ça. Oui, mais l'autre, il dit ceci. Dans tel bouquin, un tel dit ça. Tu sais, moi, je suis essénien et je partage avec toi sur cette chaîne mon regard sur le monde, y compris bien sûr sur ma propre démarche spirituelle, mais je n'ai pas du tout la prétention de te dire quoi penser, et encore moins de ce que je pense de quelque chose que je ne connais pas. Je n'ai pas lu tous ces bouquins, je n'ai pas l'intention de les lire, d'en prendre connaissance. Je suis essénien à 200%, à 2000%. Et puis tu sais, moi j'aime bien parler avec d'autres personnes, mais j'aime bien parler avec quelqu'un. Je n'ai pas envie de parler avec un livre ou un dictionnaire ou un Wikipédia ou un perroquet qui me récite des passages, des phrases. Tu vois, tu peux très bien me dire, voilà, tel médium, tel gourou, tel courant spirituel, tel bouquin dit telle chose. Et moi, dans ma vie, j'ai remarqué, tu comprends, tu me partagerais le fruit de ton expérience. C'est ce que je fais moi-même ici sur cette chaîne avec l'enseignement spirituel. Je te partage mon fruit de l'expérience, mais je trouve qu'il faut se parler d'homme à homme, d'individu à individu. Je n'ai pas à commenter l'œuvre ou la création ou la sagesse ou le partage ou l'enseignement de tel ou tel autre courant, être individu, puisque je ne le vis pas, je ne l'expérimente pas. Donc voilà, je réponds collectivement à tous ceux qui m'ont posé ce genre de questions. Alors, je n'enseigne que cela. Sur cette chaîne YouTube Regard Essénien, je partage mon point de vue pour te montrer qu'un autre point de vue est possible et peut-être t'en nourrir, nourrir tes propres réflexions et cheminements, mais à un moment donné,
je ne peux pas vivre à ta place. Donc sur guillaumekezak.com, tu as énormément d'enseignements en ligne, de conférences, tu as des cours, j'ai fait des heures et des heures de vidéos et je n'arrête pas d'en rajouter chaque semaine, où je t'explique des choses beaucoup plus précises, plus pointues, je te donne des méthodes pratiques et je t'explique certaines bases fondamentales générales de la démarche essénienne. Mais si tu veux, c'est un art de vivre, c'est un ensemble de pratiques, c'est un chemin. euh, et je ne peux partager que celui-là. Donc il y en a d'autres chemins. Je n'ai aucun problème avec ça. Simplement, moi, je n'enseigne que ce que je connais. Je n'aime pas l'idée de te faire une petite compilation vite fait. Je regarde une conférence, je t'en fais un petit extrait, je commente. Je ne fais pas de journalisme spirituel. Je partage mon vécu. Voilà. Ça fait 30 ans que je pratique, que je vis selon l'enseignement essénien, que je l'enseigne moi-même à l'interne dans la communauté essénienne. Donc comment faire pour, dans ce monde complètement fou, eh bien je ne parle que de cela et je n'enseigne que cela. Donc ça veut dire que si tu te limites aux vidéos sur cette chaîne YouTube, peut-être que tu as besoin d'outils plus concrets et je les partage sur la plateforme de formation. Dans ta question, j'ai l'impression d'entendre que tu fais référence à certaines informations que tu as où on parle de sacrifice et possession. Simplement, je n'ai pas la même vision et perception que toi. Par exemple, tu vois ce qu'on a vu ces 2-3 dernières années avec ces confinements, ces masques, ces injections. Pour moi, c'est de la possession totale et c'est du sacrifice de génération parce que si tu veux, par exemple, à partir du moment où tu prives un être d'une journée d'expérience qu'il devrait faire avec la vie, avec un V majuscule, parce que tu l'enfermes chez lui, ou tu l'enfermes à l'école, ou tu lui dis quoi faire toute la journée, c'est du sacrifice, c'est un sacrifice. Donc quand je vois que des milliards d'individus sont possédés et sacrifiés, du coup, le sacrifice physique d'animaux, d'enfants, je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence, euh, c'est pareil, si tu veux, c'est comme si un petit peu on pointait du doigt une autre personne alors qu'on ne se regarde pas soi-même. Donc quand tu ouvres vraiment les yeux, que tu t'aperçois que tu as été en grande partie sacrifié et que ta vie est largement possédée, ben du coup tu regardes l'exorciste, tu sais le film où tu vois cette personne qui est possédée avec un démon et puis les prêtres exorcistes qui viennent. Ce sont des cas spécifiques, extrêmes, mais moi, là en ce moment je suis dans une ville, donc j'ai l'impression d'être un martien et je vois énormément de gens qui marchent dans les rues et qui pour moi sont totalement possédés. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils se cherchent et ils s'identifient à des choses qu'ils ne sont pas et ils cherchent à exister à travers une apparence physique qui n'est pas la leur. Je le vois partout, donc c'est ça, mon regard est beaucoup plus large. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas, mais le reste n'est qu'un petit symptôme, petit, d'une maladie, d'un cancer généralisé et phase terminale. Alors ce qui me paraît aujourd'hui inconcevable, de par ma maturité sur le chemin essénien, c'est de chercher à convaincre les autres. Et c'est paradoxal, vu que j'ai une chaîne YouTube, mais c'est vrai. Euh, je ne cherche à convaincre personne et je ne cherche qu'à réveiller des êtres qui sont prédestinés à l'éveil, à la voie essénienne. Euh, si au passage d'autres en profitent pour glaner des points de vue, des éclaircissements, des encouragements, des informations, tant mieux, vraiment je m'en réjouis, c'est un partage en plus, mais ce n'est pas la vraie raison de ma démarche. Donc je ne cherche à convertir personne et je ne cherche à convaincre personne et je ne cherche absolument pas à avoir raison sur l'opinion de quelqu'un d'autre, alors que quand j'étais jeune, vraiment c'était très difficile pour moi, par exemple, d'accepter de voir certaines choses dans la société contre lesquelles j'étais. Alors l'enseignement essénien n'est pas une énième formation, c'est une façon de vivre. Et
Si tu veux, c'est comme si je disais, oui, je sens au fond de moi que je suis un père, hein, je suis né pour être parent, je suis né pour avoir une famille. Est-ce que je pourrais être parent, mais sans vivre une famille, sans avoir une famille, sans faire l'apprentissage d'être parent? Euh, J'aimerais juste avoir des enfants et être directement parce que je sens que je l'ai au fond de moi. C'est comme si, tu vois, il y a un petit cèdre qui pousse à côté de moi, un cèdre du Liban. C'est comme s'il me disait, je sens au fond de moi que je suis un cèdre, est-ce que je ne peux pas déjà être un cèdre? Je n'ai pas envie encore de... Je ne crois pas à ça. Pour moi, ce sont des visions et des perceptions totalement illusoires. C'est-à-dire que, par exemple, y compris moi, nous les humains, nous pouvons percevoir une chose, nous pouvons la concevoir, en avoir une image, euh, et il nous manque des étages intermédiaires jusqu'à l'incarnation et la réalisation. Et ça, c'est typique d'un excès, si tu suis les formations que je donne sur les 4 éléments, l'alchimie et tout ça, c'est typique d'un excès d'air. L'élément air donne ce genre de perception claire, de compréhension très très claire des choses, mais il manque d'eau et il manque de terre. Et donc, on voudrait vivre des choses sans les incarner, où que l'on soit. Donc, c'est ce que j'entends dans ta question. Si tu es sûr d'être essénienne au fond de toi, eh bien sois-le. Et puis à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais je suis persuadé que si nous rentrons dans le concret, eh bien, tu ne sais pas comment je vis, tu ne comprends pas la plupart de mes pratiques et leur raison d'être. Et tu me parles d'un point de vue juste d'affinité, de perception familière. Ce n'est pas suffisant pour vivre. La preuve en est nos histoires de couple et de famille. Il faut plus que des affinités ou une sorte de pressentiment, de certitude. On m'a déjà parlé de cette histoire de 5D, c'est-à-dire une 5e dimension. Ce n'est pas dans l'enseignement essénien. Et je ne suis pas familier avec ça, mais à chaque fois qu'on m'en a parlé, je n'ai pas vraiment compris de quoi on parlait. Et j'ai eu l'impression, mais c'est une impression, hein, que tout ça était un petit peu comme, pouvait être un petit peu un rêve, un espoir, une espérance, un petit peu comme chez les chrétiens, on se nourrissait énormément de l'espérance. Et je, je, je pense que ça peut, mais vous pourrez me dire en commentaire que ce n'est pas le cas pour vous, forcément, mais je pense qu'en tout cas j'ai rencontré plusieurs personnes chez qui ça poussait à une certaine déconnexion de la simplicité et du réel de la nature. Un peu de tout ça. Alors je ne donne plus de consultations individuelles parce que l'âge avançant, je préfère trouver des moyens de partager l'enseignement essénien au plus grand nombre directement au lieu de parler simplement à une personne. Parce qu'avec le temps, je me suis quand même aperçu que on souffre un petit peu tous des mêmes problématiques. Et donc je partage un enseignement assez riche quand même, celui de la tradition essénienne est immense. Et il me semble que lorsque tu l'étudies et que tu rentres dans des pratiques, tu trouves toi-même les réponses aux questions que la vie te pose en permanence. Parce que n'oubliez pas, le but n'est pas d'avoir toutes les réponses à nos questions et puis c'est fini. Enfin, ça sera fini, pas du tout. La vie n'est qu'une succession, une longue succession de questions. Mais les questions surviennent dans une harmonie et un ordre qui fait que tu sais avec certitude profonde que si la question se pose dans ta vie à ce moment-là, c'est que quelque part la réponse est déjà là. Donc c'est plutôt dans cette posture que je cherche à guider les êtres pour qu'eux-mêmes puissent répondre aux grandes questions que la vie leur pose par la suite. Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à la vie essénienne en me rendant compte que je me sentais un peu comme un extraterrestre, où tu sais, c'est l'histoire du vilain petit canard, pas forcément avec la dimension plaintive et dramatique, mais le sentiment en anglais on dit misfit, de ne pas correspondre, de ne pas, je ne sais plus comment on dit, voilà, de ne pas être dans mon monde, dans mon milieu, et de me dire qu'il y avait trop de choses anormales pour que ce soit possible, parce que par ailleurs la nature fonctionne bien et l'univers est harmonie. Et donc cette espèce de pressentiment d'harmonie omniprésente
m'a fait me dire que c'est les hommes qui vivaient une folie et que le réel existait pour autant et qu'on pouvait y vivre et vivre avec. Et donc je pense qu'après, naturellement, la vie t'amène à rencontrer les tiens. Parce que nous sommes venus faire l'expérience d'être une chose spécifique. Et tu vois, par exemple, tu dis toute personne est un autre moi, mais si tu l'avais vécu, tu ne te poserais pas la question de pourquoi tu as un état de conscience aussi, par ailleurs, personnel et individuel. Donc, si tu répètes l'enseignement que tu as lu ou que quelqu'un t'a transmis qui dit que quelque part nous sommes tous un, tu le répètes et donc ça fait apparaître à l'intérieur de toi un paradoxe et un questionnement. C'est normal, c'est comme une première phase. C'est ce que moi j'appelle un postulat ou une théorie qu'on adopte. Tu adoptes l'idée, tu te dis ok, en réalité nous sommes tous un. Et tant que tu n'en as pas fait l'expérience par toi-même, tu ne peux pas libérer cette question parce que tu ne peux pas valider cette théorie que tu adoptes comme un point de vue réel. Tu dois encore le vérifier. Pour le vérifier, il faut le vivre. Et quand tu le vis, la question disparaît. Tu comprends tout à fait la cohabitation possible d'un être individuel avec un être collectif, un petit peu comme quand tu regardes autour de toi et tu vois qu'un arbre est à la fois une seule entité propre et il est en même temps complètement un être collectif. Alors sur mon site de formation, il y a énormément d'exercices pratiques qui consistent très très souvent dans des mouvements du corps qui sont particuliers, qui sont un yoga essénien. Par ailleurs, pour moi, le yoga essénien, c'est une reliance, si tu veux, entre ton être intime, personnel, individuel, incarné et la source de ton être, l'origine de ton être. Et donc le yoga essénien ne se limite pas du tout à des mouvements du corps, même si c'est une partie absolument fondamentale de nos pratiques. Non, je ne travaille pas avec les lettres hébraïques, ni en soins, ni dans mes enseignements, même si je peux parfois les citer comme exemple, parce que pour moi, c'est un monde qui est beaucoup, beaucoup trop ancien, mort, et monopolisé et utilisé par des égrégores pour notamment des buts collectifs, des buts politiques, des buts humains, avec beaucoup trop de création humaine à l'intérieur. Et pour moi, il y en a parmi vous qui ne seront pas d'accord avec cette affirmation, mais pour moi, les lettres hébraïques ne sont plus utilisables aujourd'hui dans une pureté et je préfère aller et utiliser la nature et le contact avec les choses naturelles créées par l'univers, créées par le divin. Alors sur cette chaîne Regard Essénien, il y a une vidéo sur laquelle je parle d'un des principes esséniens qui est de ne pas éduquer des enfants dans le fanatisme ou le sectarisme. C'est une chose très très importante. Je pense qu'on parle à nos enfants et nos ados par nous-mêmes, par notre exemple de vie, par qui nous sommes, par ce que nous faisons au quotidien. Et justement, je pense qu'il faut éviter de les sermonner, les seriner et leur faire la morale. Je pense que tu sais, quand tu es ce que tu fais, quand tu fais ce que tu es authentique, ils prennent leurs leçons, tu sais, ils sont des éponges, ils nous observent, ils nous regardent. Et je ne crois pas qu'on puisse trop parler à quelqu'un, il faut faire et il faut être avec. Donc la meilleure façon de faire, c'est d'être avec, donc de prendre du temps, donc de passer beaucoup beaucoup de temps avec, de vivre avec tout simplement, comme ça a été prévu au commencement des temps. Il n'a jamais été prévu que les petits humains aient été pris enfermés dans un bâtiment grillagé toute la journée loin de leurs parents. C'est une transmission vivante entre les grands-parents, les enfants, qui doit avoir lieu et l'enfant baigne naturellement dans une éducation et un milieu éducatif, mais qui se transmet par le geste, par la parole, par l'attitude intérieure, par les choix de vie que tu fais. Donc non, je ne prévois absolument pas et certainement pas de transmission plus spécifiquement pour les ados et les enfants.
Non seulement je n'y crois pas, mais je suis même assez contre. Alors écoute, personnellement j'utilise la Bible essénienne comme source d'inspiration et de méditation, mais si tu veux de manière générale, pour moi les bouquins, alors des fois il y a certaines pratiques, certaines techniques qui sont décrites bien sûr, mais je trouve que les bouquins doivent être simplement une nourriture, une source, voilà, une source d'inspiration, quelque chose qui peut déclencher une réflexion à l'intérieur de toi. Euh, les pratiques, bah, écoute, je transmets certaines pratiques dans les formations sur mon site, mais tu sais, les pratiques, la pratique essénienne, c'est la vie. C'est manger, c'est boire, c'est respirer, c'est parler, c'est regarder, c'est aimer, c'est bouger, c'est dormir, c'est se réveiller, c'est tout. Euh, le vrai but, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de pratique, parce que justement, les pratiques te permettent de récupérer ta capacité à vivre et à être plus conscient et à être plus éveillé. Elles sont absolument essentielles. J'en ai moi-même plusieurs. Euh, mais c'est un chemin doux, c'est un chemin progressif. Et parfois, tu vois, de mettre une pratique en premier plan pourrait nous rendre un peu fanatiques en pensant que la pratique est plus importante que la vie. Il faut toujours placer la pratique dans un contexte plus global. Donc je t'encourage à suivre une de mes formations et à commencer tranquillement certaines pratiques pour voir si elles te plaisent, si elles peuvent s'insérer dans ta vie quotidienne et si c'est le genre de choses qui t'intéressent. Alors comment le New Age est arrivé jusqu'à nous? Je pense que alors le New Age est un fruit de la Californie, euh, la Californie qui est toujours très en avance, et je pense que c'est un phénomène post-moderne, c'est-à-dire qu'une fois que les humains ont des voitures, de l'électricité, du chauffage, des machines à laver, un frigo rempli, eh bien ils ont envie d'autre chose. Et donc c'est un phénomène qui nous a plu parce que nous aussi en Europe nous sommes arrivés dans les années 80 à un autre stade et que beaucoup d'êtres humains ont eu des aspirations et les auteurs californiens en grande partie, donc américains, ont su nous parler. Et ils ont su nous dire, ils ont tenu des discours qui nous ont touchés parce qu'ils vivaient un peu les mêmes problématiques que nous. Euh, Pourquoi on préfère se tourner vers ça que des choses traditionnelles? Parce que les religions traditionnelles se sont complètement plantées, elles ont foiré, elles ont vieilli, elles ont pourri, et donc on ne s'y reconnaît plus. Tu vas prendre la Bible, tu lis l'Ancien Testament, c'est pas forcément si tu veux, spontanément le truc auquel tu adhères, les lapidations, enfin il y a énormément de choses qui ont complètement vieilli, qui sont hors sujet. Aujourd'hui, on ne vit plus en élevant des brebis et puis en vivant sous des tentes, quoi. Donc du coup, tous les exemples, tous les discours, toutes les situations qui sont racontées nécessitent un grand effort de détachement pour les transposer dans ton quotidien à toi, en appart, en résidence. Alors que les auteurs du New Age américain nous ont beaucoup plus séduits. Ils te vendent une spiritualité qui est praticable en zone urbaine, ils te vendent des choses un petit peu merveilleuses, fantastiques, qui font du bien. Je pense que c'est ce qui a séduit. En tout cas, je ne me reconnais pas du tout dans le mouvement New Age. Je n'aime pas ces espèces d'agglomérats, de bouillies qui sont faites du prêt-à-penser, du prêt-à-pratiquer avec un mélange de taoïsme, d'hindouisme, de spiritisme, de christianisme, une espèce de mélange comme ça. Je ne me reconnais pas là-dedans et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup alors que c'est un milieu que j'ai fréquenté en tant qu'éditeur dans ma carrière de journaliste-éditeur. Donc je connais quand même assez bien tout ce milieu-là. J'étais en Californie, donc je connais bien tout ça et je vous confirme ce que je dis. Alors c'est une très bonne question. Dans toutes mes formations, je n'arrête pas de parler de ça en réalité et je vous donne des outils concrets. Ce que j'explique, c'est que il faut, il faut commencer par quelque chose de même petit, de symbolique, il faut faire le premier pas. Et le premier pas, c'est d'essayer de récupérer ton autonomie, ta liberté, ta créativité avec ton corps. C'est ce dont je parlais dans une question précédente sur le yoga essénien, c'est que le but est de se reconnecter à notre être réel. Alors le contact avec la nature et des mouvements conscients, des pratiques conscientes,
euh, pour moi, c'est la clé. Je vais te dire pourquoi. Parce que je ne comprends pas réellement ta question de se protéger des autres. Ce n'est pas normal comme question. Tu vois, ce petit cèdre qui pousse à côté de moi doit se protéger des autres. C'est-à-dire que si je vais lui marcher dessus, il est foutu et il ne pourra jamais grandir. Dans ce sens, il doit se protéger des autres. Mais il ne vit pas dans cette attitude en permanence de penser que le reste autour de lui est dangereux. Et donc, toute son énergie, il l'utilise à une seule chose, il ne la tourne pas vers l'extérieur dans la méfiance et la peur, alors que pourtant il vit dans un danger permanent d'anéantissement, il est tellement petit. Mais toute son énergie est tournée vers la réalisation de son être concret et donc la fidélité à qui il est et l'accomplissement de sa mission de vie. Et en faisant ça, en réalité, il prend sa place énergétiquement, subtilement dans la nature et les chances sont grandes pour qu'un jour il soit un magnifique cèdre. Donc c'est ce que je te conseille. Ne te dis pas que tu as à te protéger des autres, mais ne cesse pas de te souvenir de qui tu es. Tu sais, c'est cette fameuse histoire inspirée de Hamlet dans Le Roi Lion de Disney où son père lui apparaît au petit lion qui est devenu un lion et il lui dit n'oublie pas qui tu es. Voilà, rappelle-toi qui tu es, prends ta place. Il faut prendre ta place dans ta vie. Et à ce moment-là, tu n'as pas à te méfier des autres. Parce que la vie ne permet pas aux autres de te faire du mal. Et si ça peut arriver, c'est simplement pour vérifier si tu vas rester fidèle à qui tu es toi-même. Alors Rudolf Steiner pour moi est un grand maître essénien, un grand initié qui a fait partie d'un triptyque d'incarnation dont je parle dans certaines formations. Donc j'en pense le plus grand bien, je me reconnais dans son œuvre et je l'admire énormément. Et je pense qu'il a été quand même sous l'influence de son époque, ce qui est normal, je suis moi-même sous l'influence de notre époque aujourd'hui. Et à son époque, avec la théosophie, avec tout le mouvement du spiritisme, il y avait dans le milieu, si tu veux, dans son auditoire, faut jamais oublier ça, Rudolf Steiner, comme nous tous, il parle à quelqu'un. Tu vois, on m'a fait des reproches sur certaines vidéos, que j'avais dit certaines choses et tout ça. N'oubliez pas que souvent vous me voyez répondre à quelqu'un ou parler d'un certain sujet particulier, donc nécessairement, je suis dans un cadre et je suis dans une certaine contrainte d'opinion. Rudolf Steiner parlait à des êtres qui venaient le voir, donc ils s'intéressaient à la science de l'esprit, ils avaient envie de voir autre chose, et donc ils avaient dans leur arrière-plan, si tu veux, beaucoup de choses par rapport aux esprits, à la réincarnation, et Rudolf Steiner en a beaucoup parlé. En plus, par ailleurs, c'était un grand clairvoyant, donc nécessairement, c'était relativement facile pour lui d'aller dans cette direction. Je n'y apporte pas tant d'intérêt que cela, et je trouve que c'est une question moyennement intéressante, bien que je vais en parler bientôt, mais justement, je vous donnerai ça à Lyon prochainement. Je vais parler de la réincarnation, du karma et de la résurrection, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion et de malentendus à ce sujet. Je trouve l'iridologie très intéressante. Elle est à replacer dans un ensemble de thérapies. Je trouve ça un peu délicat de n'utiliser que l'iridologie. Je trouve qu'il faut croiser les indices, avoir un faisceau d'indices pour arriver à tirer des conclusions. Par contre, je ne valide absolument pas la carte de Jensen, mais uniquement celle de Josias. Alors, peut-être il y en a parmi vous qui utilisent celle de Jensen avec succès, mais je tiens mon expérience et mon opinion sont pour Josias. La beauté, c'est d'être soi, comme chacune des créatures qui nous entourent, même le petit moucheron. Tu vois, à côté de moi, il y a quelqu'un dans ce parc qui a jeté une canette de je sais pas quoi, là, une canette en aluminium. Voilà l'homme, c'est laid. Et c'est laid pourquoi? Parce que cette canette n'a rien à faire ici, et probablement qu'elle n'a même pas existé d'ailleurs. Et tu vois, quelqu'un est venu, il a bu une boisson, et puis voilà ce qui reste de son acte, c'est laid. Et donc, qu'est-ce qui reste de la belle saison qu'il y a eu de ces framboises? Eh bien, des framboisiers, des feuilles mortes, c'est beau. Donc, la beauté, c'est être soi et être naturel.
Alors c'est une très bonne question parce que c'est révélateur du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde artificiel. À partir du moment où tu rentres dans un monde artificiel, euh, tout un tas de questions émergent. Et lorsque tu as accès à des enseignements spirituels qui t'expliquent certaines lois de l'univers, comme l'échange, l'argent, le paiement, etc., tu peux effectivement te poser cette question en voyant des gens qui se nourrissent dans les poubelles des supermarchés où on jette une quantité absolument ignoble de nourriture. Mais tu vois, typiquement, c'est une question que le monde artificiel te pose. Et il faut toujours que tu te demandes dans la vie qui te fait te poser une question, qui tient la question, parce que celui qui tient la question tient ta vie. Donc si c'est un monde artificiel qui tient la question et qui te fait réfléchir sur lui, tu vas alimenter et nourrir ce monde artificiel, puisqu'on parle d'alimentation. Et quelque part, tu te nourris de poubelles. C'est-à-dire que tu te nourris d'un monde en décomposition. Je pense que si un être vit dans une zone urbaine et qu'il est choqué par toute cette nourriture qui est jetée et qu'il sent que c'est l'acte juste à faire pour lui, il ne doit rien au supermarché. Parce que le supermarché est le produit typiquement d'un monde totalement corrompu en décomposition. Donc, par contre, c'est toujours important dans la vie, quand tu reçois quelque chose, d'avoir beaucoup de gratitude. Même si tu as payé, tu dois avoir de la gratitude et t'estimer chanceux d'avoir ce que tu as. C'est pas parce que tu t'achètes un violon que tu le payes que tu te dis je l'ai payé donc c'est tout. Tu dois avoir de la gratitude pour toutes les gens, toutes les générations de luthiers qui ont appris le violon, les gens qui ont aimé le violon. Tu comprends cette lignée ininterrompue d'êtres qui font qu'aujourd'hui tu as un violon dans tes mains et que c'est extraordinaire. Je prends le violon, mais pareil pour les éclairs au chocolat, ou tu vois. Donc la gratitude, c'est le plus grand paiement. Donc il n'y a pas de souci au niveau du paiement. Par contre, dis-toi que ce monde est un monde en décomposition, qui est une offense permanente à l'intelligence créatrice de l'univers, et qu'il n'est pas nécessaire de trop réfléchir sur lui. Une fois que tu as perçu, ressenti que c'est un monde de chaos et de désordre, concentre-toi plutôt pour essayer de comprendre, de percevoir, d'être imprégné par la logique, l'harmonie, la cohérence du monde naturel. Ça emmènera ta pensée dans un monde beaucoup plus grand qui respire. Je parle beaucoup de ça dans la formation médecine sacrée. Je vous conseille d'avoir une pensée qui respire. Elle ne pourra pas respirer si vous essayez de réfléchir à des problématiques du monde en décomposition. Ah, c'est une très bonne question. Les Esséniens s'incarnent à toutes les époques, dans toutes les cultures, sous tous les noms. Et ils vivent et ils relèvent les défis de leur époque et de leur géographie, de leur peuple. Et donc, effectivement, tu vois par exemple, des Esséniens ont pu apprendre à certains êtres, dans certaines régions, à certaines époques, l'importance de se laver, l'importance de l'hygiène, l'importance, tu vois, vraiment de se laver et d'apprendre le b.a.-ba. Parce que les êtres qu'ils rencontraient ne connaissaient pas ça, ça ne leur avait pas été transmis, et n'avaient pas naturellement ce sens de l'hygiène et de se préserver des infections et tout ça. Et donc, tu pourrais tout à fait prendre ces protocoles en disant, voilà, c'est des protocoles esséniens. Mais quand tu arrives dans une culture dans laquelle ces règles sont parfaitement connues, tu peux être face à d'autres problématiques qui causent d'autres déséquilibres et d'autres maladies. Donc des maladies peuvent avoir différentes causes. Donc nécessairement, l'humanité n'est pas du tout la même qu'il y a 2000 ans et elle n'est pas du tout dans les mêmes défis. Et en plus, les Esséniens dont on parle il y a 2000 ans en Palestine, en Judée, n'avaient pas du tout les mêmes problématiques qu'en Inde, qu'en Sibérie ou qu'au Pérou, tu vois. Donc, ils n'ont pas du tout valeur universelle. Et donc, les mémoires que tu peux en avoir par flash, par lecture de ce qu'on appelle les annales akashiques, etc., ne sont pas du tout, si tu veux, ils n'ont pas du tout valeur de référence pour moi. Mais alors, absolument pas. Alors, loin de là même. Donc, oui, tout à fait. Ce qu'on peut même en tirer comme protocole, et encore j'ai énormément de doutes là-dessus, ne sont pas valides. Aujourd'hui, les humains ne sont pas mis face aux mêmes défis du tout. Alors c'est une très bonne question. Il y aurait peut-être 1000 définitions, mais je pourrais te dire aujourd'hui qu'un Essénien, c'est un être qui prend soin du vivant
et qui garde son regard sur la vie et qui ne regarde pas la mort et la décomposition, le chaos et le désordre autour de lui. Et il sait qu'en gardant son regard sur la vie, sur l'origine créatrice de toute chose, il maintient un équilibre des mondes et qu'il se sent partie prenante et responsable et il sent qu'il a une fonction et un rôle et une mission en tant qu'être humain de garder ce regard. Comment il se manifeste? Et il se manifeste là où il est. Donc oubliez les grandes robes blanches, les sandales et puis les cheveux longs et tout ça, c'est du cliché New Age hollywoodien. Ça n'a aucun intérêt. Et il se manifeste tel qu'il est, là où il est. Et c'est comme ça qu'il se manifeste. Il se manifeste dans son métier, dans son activité, avec son caractère, son tempérament, sa mission. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement lorsque je suis dans ma communauté essénienne, c'est cette diversité incroyable. Et combien de fois je me suis dit, mais si nous n'étions pas esséniens, jamais je n'aurais de lien particulier avec telle personne, telle personne, telle personne, parce que nous ne sommes pas du même milieu social, de la même génération, nous n'avons pas les mêmes goûts. Tu comprends, je me le suis dit très jeune. Si tu veux, spontanément, puisque si on parle de sociaux, d'ethnologie, de sociologie, etc., ce n'était pas un milieu social nécessaire qui m'aurait amené à avoir des liens avec les Esséniens. Et pourtant, je partage avec les Esséniens un lien plus fort que tout. Parce que l'essentiel nous relie. Et après, le reste du quotidien est propre à chacun et complètement respecté. Alors cette thérapie par les pierres, je suis très dubitatif, non pas sur l'efficacité, la pertinence, mais je trouve que ça manque un petit peu de contexte et de vision globale, parce que je ne vois pas, tu vois, encore une fois, je suis en ville ici comme un extraterrestre, je regarde les gens, j'imagine que j'ai croisé dans cette ville des gens qui font des soins en lithothérapie, par exemple, en tant que patients. Donc je les vois vivre, je les vois évoluer dans un environnement complètement artificiel, coupé de tout, et je les vois s'allonger sur une table de soins avec une petite musique, une huile essentielle et des pierres sur le corps. Je comprends tout à fait l'idée, je ne nie pas du tout l'efficacité de ces traitements qui peuvent nous relier et nous équilibrer, mais du coup, je ne suis pas sûr que le message des pierres, ce soit simplement de servir de bouche-trou à des humains qui vivent totalement hors sol et qui ne font pas leur travail d'être humain. L'être humain, il est incroyable, il s'extrait de l'harmonie de la nature, il ne joue plus sa fonction ni son rôle, il vit une vie artificielle et par contre il appelle la nature quand ça va plus. Et je trouve que parfois on est un peu comme des enfants gâtés ou tu vois des êtres très égoïstes à qui la nature doit tout mais eux finalement ne lui doivent rien. Donc je trouve que c'est une dimension qui peut probablement manquer dans certains soins de lithothérapie tels que j'ai pu les voir. Maintenant, je suis certain qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent autrement, mais tu vois, par exemple, là où je vis en Grèce, il y a des plages avec beaucoup de sable, des petits galets, des gros galets, des falaises, des rochers. Ça, c'est de la lithothérapie aussi. Tu vois, tu vas dans des environnements et tu es au contact et tu touches la roche. Donc quand tu te balades dans un parc, tu t'assois sur des rochers, tu es avec. Les minéraux aussi, on ne parle pas souvent de ça, mais les déminéralisations des populations occidentales à cause de notre alimentation industrielle, c'est une catastrophe. Et la lithothérapie, c'est aussi pour moi, par exemple, les minéraux en dilution homéopathique, les sels suslaires. Tu vois, je trouve qu'il faudrait comme faire sortir la lithothérapie du cliché de l'améthyste sur le 4e chakra. Il faudrait vraiment concevoir ça d'une façon plus grande. Mais en tout cas, c'est très intéressant et je trouve ça tout à fait valide. Hein. Je veux juste comme le nuancer et montrer tout ce qu'il faudrait apporter par ailleurs. Alors c'est une très bonne question. Encore une fois, pour moi, un homme qui vivait ici il y a 100 000 ans aurait pu me poser la même question. Il aurait pu me dire, mais comment je peux savoir dans la nature qu'est-ce qui est vrai, faux, qu'est-ce qui est bien, pas bien pour moi, qu'est-ce que je dois faire, pas faire, qu'est-ce qui est un danger, Et tu vois, la question, c'est toujours cette reliance que nous pouvons avoir à nous-mêmes pour savoir qui nous sommes et qu'est-ce que nous devons faire dans la vie. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, où tu vas, tout devient une question.
J'ai parlé longuement de ça dans le cours médecine sacrée, dans la partie, tu l'as aussi dans le traité de médecine sacrée, tu sais, le livre, euh, dans le chapitre sur les 4 énergies de guérison. Donc la deuxième énergie de guérison, qui est l'énergie d'éveil, te fait te polariser toujours en dualité, mais elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu accèdes à une perception, à une information, et la vie fait que tu dois te positionner pour savoir si ça te concerne ou pas, si c'est bien, pas bien, et, euh, et donc ta question ne fait que montrer cela, c'est-à-dire que tu es dans l'énergie d'éveil, et donc tu perçois qu'il faut nécessairement te polariser face aux choses qui viennent vers toi, ce qui est absolument vrai. Par contre, ce n'est pas suffisant, il y a 4 énergies d'éveil fondamentales, et il faut travailler les 3 autres afin de placer cette polarisation et ce positionnement dans un ensemble cohérent. Il n'y a pas de réponse si tu ne prends que cette question toute seule. Tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Comment savoir si c'est bien ou mal? Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras jamais répondre à cette question. C'est une très bonne question. Je vais parler de la réincarnation et du karma à Lyon. Alors, sortir du cercle des réincarnations, on m'a beaucoup parlé de ça. Et tu vois, dans l'enseignement essénien, nous n'avons pas cet enseignement que le but est de ne plus s'incarner. Et moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Par contre, se réincarner pour recommencer certaines choses, définitivement, ça, je pense que si tu interroges tous ces arbres qui sont autour de moi, ils vont se réveiller au printemps prochain, mais ils n'ont pas envie de revivre la même année. Ils veulent vivre le moment présent qui va arriver au printemps prochain. Tu comprends, chaque jour. Donc, ça serait plutôt dans ce sens-là. Tu vois que je pense que si tu es qui tu es et que tu suis le chemin que l'univers a tracé pour toi au commencement des temps, il n'y a pas réellement de réincarnation dans le sens de répétition. Il y a une continuité d'expérience. Et c'est plutôt ça que l'on doit chercher. Donc qu'est-ce que l'on doit comprendre? La question pour moi ne peut pas se poser dans ce terme. Tu dois plutôt savoir être qui tu es. Et à ce moment-là, tu vas comprendre tout un tas de choses au fur et à mesure de tes expériences, mais il n'y a pas une compréhension qui serait la clé finale à la réincarnation. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si une chose arrive dans ta vie encore et encore la même, et qu'à chaque fois tu dis mais ça m'est déjà arrivé, c'est que la vie vient te poser toujours la même question parce qu'effectivement tu n'as pas trouvé la bonne réponse. Et ça, je trouve que c'est très normal. Des fois, il y a des questions qui sont compliquées, qui nécessitent plusieurs années de maturation pour vraiment trouver l'attitude juste face à un questionnement qui vient de la vie. Et quand la vie vient te poser une autre question, c'est bon signe parce que ça veut dire que ça y est, tu as vraiment trouvé la réponse juste à la question précédente. Alors ça, c'est typiquement, tu vois, une question qui n'est pas de l'enseignement essénien, et comme je ne pratique et je n'étudie que l'enseignement essénien, il faudrait que tu demandes à la personne qui a inventé ce concept de numérotation, que je trouve très drôle par ailleurs. Alors, on me pose souvent ce genre de questions que je trouve assez révélateur, et tu vois, la meilleure réponse que je te donnerai, c'est peut-être simplifie-toi la vie et n'essaye pas nécessairement d'ingurgiter tous ces concepts parce que tu vois, c'est une question du mental. Finalement, est-ce que des connaissances alternatives, une quête spirituelle, des connaissances oui, alternatives sont faites pour nous compliquer la vie et stimuler notre mental au point que la vie devient compliquée? Parce que je trouve ta question compliquée, je me dis que ta vie est compliquée. Si tu penses à ça, que tu as ces préoccupations, je trouve ça compliqué, moi, perso. Moi, j'aime bien une maison exposée au sud parce qu'il y a du soleil, mais je ne trouve pas que ma vie doit être alourdie. Je me rappelle à un moment donné, au début des années 2000, il y a beaucoup de livres sur le feng shui qui sont sortis, puis j'avais rencontré des gens dans des salons de bouquins qui avaient une vie super compliquée parce qu'ils voulaient appliquer tous les principes de tous les bouquins, puis des fois c'était contradictoire. Je pense que ce sont des connaissances ancestrales qui viennent de personnes qui avaient un savoir. D'abord, de ce que je sais, ça vient de l'Inde. Je ne suis pas indien, je vis en Occident, je suis un occidental, un Européen, et je vis dans cette incarnation-là. Je n'ai pas envie de pratiquer des choses qui viennent d'ailleurs. Je veux récupérer l'héritage de mes ancêtres, simplement, et je veux simplifier, simplifier, simplifier. Et parfois, avec
les âges qui passent, les générations, les informations se transmettent et finissent par devenir extrêmement compliquées. Donc le but n'est pas que la vie soit compliquée et même qu'on n'arrive plus à décider quoi que ce soit. Sois simple, choisis la plus belle vue, la plus belle exposition pour, je ne sais pas moi, le rendement énergétique de ta maison, tes factures d'électricité, tes heures de soleil en hiver. Pour moi, c'est largement suffisant. Je trouve que le reste, c'est un peu, je trouve, une distraction. Alors j'ai pas mal parlé de ce sujet dans une formation qui est sur mon site qui s'appelle l'École des anges. Je parle de l'état de chute de l'humanité, en quoi nous sommes en chute, en quoi nous ne sommes pas du tout en chute, et quelle est la finalité de tout ça. Donc je ne vais pas reprendre toutes les explications. Je trouve que ça pourrait être intéressant parce que tu vois, encore une fois, comme je viens de le dire dans la question précédente, l'enseignement essénien ne fait pas exception à la règle. Il peut devenir lui aussi une sorte de complication intellectuelle et avoir un mental qui s'embrouille complètement dans tout un tas d'argumentation, d'opinions. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de simplifier. Donc, on pourrait tout à fait ne pas partir d'aussi loin que la chute originelle de l'homme et puis partir de aujourd'hui, il y a 100 ans, 200 ans, et regarder les processus historiques, l'évolution de nos modes de vie, les choses qui sont mieux qu'avant, les choses qui sont moins bien, et de se dire en quoi nous sommes en chute, en quoi nous sommes en éloignement de nous-mêmes, en quoi nous sommes décentrés, et surtout aujourd'hui moi-même, en quoi est-ce que je suis dans une chute, en quoi est-ce que je suis éloigné. Ça nous ramène à une des premières questions sur la trahison. En quoi est-ce que je trahis mon être réel et mon chemin de vie, et quelque part mon âme. Je suis incarné dans un corps, peut-être que je suis en train de me perdre dans des méandres, et que quelque part je trahis la mission d'âme que j'avais au départ, parce que oui, effectivement, c'est possible. On peut complètement se planter, on peut perdre son temps, même si finalement, avec du recul, par rapport à la totalité de l'histoire de l'univers, tout va bien et tout trouvera sa place. On peut effectivement se perdre et perdre son temps dans des labyrinthes de la vie, c'est vrai. Mais tu vois, je préférerais envisager cette histoire de chute, soit si tu veux la comprendre globalement à travers toutes les explications que j'ai données dans la formation L'École des anges, soit simplement en ramenant cette question à quelque chose de beaucoup plus immédiat par rapport à il y a 100, 200 ans, l'évolution de nos sociétés, et puis moi aujourd'hui, est-ce que dans certaines parties de mon être, je suis dans un état d'éloignement de mon être, et comment je peux faire pour récupérer une cohérence, une cohésion, une harmonie. Je suis content que vous me posiez cette question, c'est la plus belle des questions. C'est la question la plus importante, c'est celle de la transmission. J'ai déjà parlé des boomers dans certaines vidéos, alors je me suis fait insulter copieusement. Les boomers, c'est une espèce les baby boomers, donc les enfants qui sont nés dans les années 40, 50. C'est une génération qui a vécu dans une énorme abondance, opulence, même si les enfances n'ont pas forcément été faciles. Mais disons qu'il y a une espèce d'attitude commune. Mais pas à toutes les personnes. Il y a plein d'êtres qui sont nés dans ces années-là qui n'ont jamais été dans ce cas de figure. Mais on trouve à l'échelle d'une génération une espèce de non-transmission, de jouissance dans le moment présent sans se soucier réellement d'après. Parce que c'est l'urbanisation, parce que c'est la société de consommation, parce que c'est le résultat de tout un tas de facteurs. Moi-même, je ne suis pas un boomer, je suis quand même, mais je suis post et je suis imbibé de cette attitude de me soucier de ma propre vie à moi, de profiter de la société de consommation, des progrès technologiques, et que finalement, tant pis. Comme je vous disais, quelqu'un a bu une canette, il l'a balancée, il s'en fout complètement. Je serais curieux de connaître la quantité d'énergie et l'empreinte environnementale d'une canette d'aluminium, rien que pour sa fabrication, juste pour pouvoir boire une gorgée. Ici, c'est hallucinant, c'est insupportable même. Voilà, donc on est tous un peu dans le même bateau. Et je trouve que si je regarde un petit peu avec du recul, je me dis qu'une des grandes préoccupations qui manquent à nos générations, c'est celle de la transmission. Et on ne m'a jamais parlé de ça, je n'ai jamais reçu de transmission de mes ancêtres, on n'a jamais mis l'emphase là-dessus. On ne m'a jamais un jour dit, voilà, maintenant tu es un homme, tu es un adulte, tu vas à ton tour transmettre des choses, c'est très important, tu dois en prendre soin et tu dois t'en préoccuper. On ne m'a jamais transmis cette préoccupation. Or, si tu regardes toutes les créatures dans la nature qui t'entoure, ils ne vivent que pour la transmission. Donc, il y a un problème quelque part, si tu veux. Il y a une maladie, il y a anguille sous roche, il y a un bug.
C'est pas possible que nous les humains, on puisse vivre aujourd'hui sans se soucier de ce qu'on transmet au suivant. À l'horizontale, c'est-à-dire dans le moment présent, chaque jour, qu'est-ce que tu transmets autour de toi, mais aussi dans le temps. Qu'est-ce que tu vas transmettre à ceux qui viennent après toi et tout ça. Donc je trouve que cette question est magnifique et qu'elle devrait être notre guide. Elle devrait être une lumière qui nous éclaire. Et pour moi, il n'y a pas d'autre paix que d'être dans l'être réel qui a été créé au commencement des temps. D'être avec notre âme, notre esprit, notre être éternel profond. C'est la seule paix possible. Parce que tu vois, la paix du traité de Maastricht, la paix de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des paix dans lesquelles j'ai grandi moi. On m'a fait grandir dans ces paix, et Dieu merci. Je n'ai pas connu les horreurs de la guerre, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous sommes en guerre avec l'environnement, notre société est en guerre intestine, on est au bord de la guerre civile partout. Donc pour moi, être en paix avec soi-même, c'est la meilleure des choses que tu puisses transmettre à tes enfants, et ça se vit et ça s'incarne. Alors merci pour toutes vos questions, pour cette vidéo test de foire aux questions pour les 100 000 abonnés de la chaîne. Encore merci pour votre soutien, je le dis au nom de toute l'équipe. Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures palpitantes.